Au sein de la franc-maçonnerie, il est dit que Lucifer tiendrait sa place en maître. Les initiés s'agenouilleraient devant sa magnificence et imploreraient sa gloire et sa lumière afin de leur garantir pouvoir et finances infinies. Entre satanisme et sacrifice rituel, les débats s'enchaînent sur ce que cachent les secrets de l'horloge. Mais qu'en est-il vraiment? Pour y répondre, Frank Howard nous livre un document précieux où se mêlent l'histoire et la réalité de leur ordre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette histoire incroyable. L'ouvrage de Frank Howard, Lucifer et la franc-maçonnerie, Anatomie d'un mythe, présente un examen critique des liens entre la figure de Lucifer, les pratiques et les croyances associées à la franc-maçonnerie. L'ouvrage explore les contextes historiques, théologiques et socioculturels pour explorer la manière dont les mythes entourant Lucifer ont été construits et perpétués au fil du temps, notamment en relation avec les traditions maçonniques. Cette étude du livre vise à analyser les arguments de Ward, les méthodologies qu'il emploie et les implications de ses découvertes pour notre compréhension de la franc-maçonnerie et des récits religieux plus larges. Il ouvre d'ailleurs son ouvrage en posant une question essentielle. Pourquoi Lucifer est-il devenu une figure centrale dans l'imaginaire collectif lié à la franc-maçonnerie? Pour beaucoup, Lucifer représente le mal, l'Antichrist, un symbole de rébellion contre l'autorité divine. Pourtant, l'auteur propose une réinterprétation de cette figure, soulignant que Lucifer, dans son essence, pourrait être perçu comme un porteur de lumière, un symbole de connaissance et de liberté. Dès lors, le texte de Ward nous invite à réfléchir sur la manière dont les symboles peuvent être détournés pour servir des idéologies. Pour comprendre les arguments de Ward, il est essentiel de considérer le contexte historique dans lequel la franc-maçonnerie a émergé. Née à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, la franc-maçonnerie s'est développée à partir de guildes locales de tailleurs de pierre pour devenir une organisation fraternelle plus formalisée au XVIIIe siècle. La période des Lumières a joué un rôle crucial dans la formation de la philosophie maçonnique, mettant l'accent sur la raison, l'individualisme et la laïcité. Ward situe son analyse dans ce contexte, suggérant que l'association de Lucifer avec les idéaux des Lumières reflète des changements sociétaux plus profonds concernant la connaissance et l'autorité. Dans son exploration de Lucifer en tant que symbole, Ward s'appuie sur diverses interprétations de textes religieux, en se concentrant particulièrement sur le récit biblique trouvé dans Isaïe 14:12-15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Oh fuck! Traditionnellement considéré comme un ange déchu ou un adversaire de Dieu, Lucifer a été réinterprété dans les contextes modernes comme une figure représentant les Lumières et la rébellion contre la tyrannie.
Ward soutient que cette dualité est essentielle pour comprendre pourquoi certains groupes maçonniques ont adopté des éléments associés au symbolisme luciférien. Il examine méticuleusement le cadre symbolique de la franc-maçonnerie, soulignant son utilisation de l'allégorie et de la métaphore. Il postule que de nombreux symboles dans les rituels maçonniques peuvent être interprétés à travers un prisme qui inclut des thèmes lucifériens, tels que la lumière contre l'obscurité, et suggère que ces symboles servent non seulement d'outils d'instruction morale, mais aussi des véhicules pour une enquête philosophique plus approfondie. Cette section souligne comment les enseignements maçonniques peuvent, par inadvertance, s'aligner sur certaines interprétations de l'idéologie luciférienne. Une partie importante du travail de Ward se concentre sur les processus de création de mythes au sein des traditions religieuses et des mouvements laïques. Il explique comment les mythes sont construits à travers des récits qui reflètent souvent des angoisses et des aspirations culturelles. En analysant des textes historiques, de la littérature populaire et des discours contemporains sur la franc-maçonnerie et ses liens présumés avec le satanisme ou les pratiques occultes, Ward illustre comment ces mythes ont évolué au fil du temps. Il souligne que de tels récits servent souvent des objectifs spécifiques, qu'ils soient politiques ou sociaux, plutôt que de fournir un compte-rendu objectif de la réalité. Il aborde également les sentiments anti-maçonniques répandus tout au long de l'histoire, en particulier pendant les périodes où les craintes sociétales à l'égard des sociétés secrètes ont atteint leur apogée. Il critique ces perspectives en faisant valoir qu'elles découlent souvent de malentendus ou de fausses représentations des croyances maçonniques. En décortiquant ces critiques à travers une lentille analytique, il cherche à démystifier la franc-maçonnerie tout en reconnaissant simultanément les préoccupations légitimes concernant le secret et l'exclusivité au sein de toute organisation fraternelle. Il évoque les moments clés de l'histoire, marqués par des persécutions, des conspirations et des élections politiques qui ont contribué à diaboliser un mouvement essentiellement tourné vers l'éthique, la liberté de penser et la tolérance. Le livre, par sa structure claire et méthodique, souligne également l'importance de l'esprit critique. Ward encourage les lecteurs à aller au-delà des préjugés et à analyser les sources d'informations avec discernement. Ce faisant, il défend l'idée que l'éducation et le savoir sont les véritables antidotes aux mythes et aux fausses croyances. Après l'étude de son livre, on peut conclure que Frank Ward offre une exploration nuancée des thèmes complexes entourant le symbolisme luciférien au sein des traditions maçonniques. À travers une analyse historique rigoureuse et un examen critique des processus de création des mythes, Ward met les lecteurs au défi de reconsidérer les idées préconçues sur les deux figures, le rebelle illuminé, pour Lucifer, et la fraternité secrète, la franc-maçonnerie. Son travail contribue de manière significative aux discussions en cours sur la religion, la mythologie et l'évolution de la relation de la société avec la connaissance ésotérique. Bien que neutre dans mon analyse du livre, je dois vous avouer que mes opinions concernant les réflexions de Ward me laissent perplexe. Il y a des passages troublants, parfois assassins, concernant les frères francs-maçons qui ont quitté une obédience. C'est le cas par exemple pour Stéphane Blé, qui est décédé le 7 janvier 2022 à Genève d'une chute de balcon, possiblement un suicide. C'était un pianiste et compositeur talentueux, mais également ancien franc-maçon. Il a rédigé un ouvrage controversé sur la franc-maçonnerie et ses dérives sectaires, à savoir Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité. Il avait également une position très critique envers les sionistes et Israël. Ward ne ménage pas ses efforts à faire passer Stéphane Blé pour un inculte des textes hébraïques liés à l'Ancien Testament et sa méconnaissance de sa linguistique. Je ne vous cache pas que j'ai trouvé ce chapitre particulièrement blessant et triste. Mais c'est dans sa conclusion que je réalise que Frank Ward délivre une vérité à peine masquée. Heureux est celui qui sait lire entre les lignes et qui connaît le monde de l'occulte. Si vous me permettez, avec quelques minutes de votre attention, je voudrais vous faire la lecture de cette conclusion, tout en y ajoutant mes annotations. Le chemin maçonnique m'apporte l'harmonie. Si vous parvenez à ce point de mon ouvrage, j'ose espérer que mon récit ne vous a point lassé. En effet,
l'écriture de mon premier livre représente un accomplissement personnel d'une ampleur inattendue. À chaque mot couché sur le papier, un flot d'émotions me submerge, révélant un pan méconnu de mon être. Moi, qui n'ai jamais brillé par mon éloquence ni par ma facilité à vaincre le syndrome de la page blanche, me voici, après plus d'1 an d'écriture laborieuse, en mesure de vous offrir cette conclusion, prélude, je l'espère, à d'autres ouvrages à venir. La franc-maçonnerie a bouleversé ma vie, me guidant sur le chemin de l'amélioration personnelle. Les théories conspirationnistes, auxquelles j'ai prêté foi durant mes années d'animation radiophonique, se sont toutes révélées fallacieuses. Chaque étape de mon initiation maçonnique a érodé ces croyances infondées, dissipant les brumes de l'ignorance pour laisser place à la lumière de la vérité. Je vais faire une petite aparté sur ce paragraphe. Que les théories complotistes se révèlent exactes est un art que peu maîtrisent, Monsieur Ward. Peut-être que vous n'êtes pas assez bon analyste ou que votre rang vous oblige à vous taire, pour le bien de la fraternité dans l'art. De plus, chaque vérité est une interprétation de ce qui a marqué notre chemin de vie, vous voyez. La vérité est dans la science et l'étude, pas dans les cérémoniels et la corruption. Reprenons. Pendant longtemps, j'ai secrètement espéré démasquer une quelconque vérité cachée, un indice de la présence de Lucifer ou du satanisme en franc-maçonnerie. Or, cette quête m'a plutôt conduit à une exploration plus profonde de ma propre foi, à une redécouverte de ses racines et de sa manifestation actuelle. Ce qui est marquant ici, c'est que l'auteur qui met l'accent tout au long de son livre sur la non-présence de Lucifer ou du satanisme dans la franc-maçonnerie n'a fait qu'éluder son symbolisme à travers les rituels et les cérémoniels. Lucifer n'est pas là, mais il est là. Étrange concept. Enfin bon, poursuivons. En vivant une vie basée sur la sagesse et la vérité, on peut découvrir la divinité de l'âme, son union à l'univers, la paix suprême et la satisfaction qui découle de la satisfaction du désir intérieur d'auto-découverte. Énonçait Muata Ashby dans son livre Ancient Egyptian Proverb. Cette perspective trouve une résonance profonde dans mon parcours au sein de la maçonnerie. Cette institution, loin d'être une entrave à la foi, se révèle comme un chemin parallèle, enrichissant de manière significative la quête spirituelle de ses membres. Alors, vous trouverez un lien dans la barre de description sur le docteur Muata Ashby, à savoir son travail, ses livres, sa fondation et ses activités. Et vous verrez, c'est très intéressant de se pencher quelques minutes sur ce personnage. On poursuit la lecture. Pour moi, les rituels et symboles maçonniques ne sont pas des vestiges d'une époque révolue, mais des outils vivants, invitant à une introspection profonde. Chaque symbole et chaque geste rituel deviennent un miroir réfléchissant mes croyances, mes aspirations et ma place dans le vaste univers. Cette mosaïque de convictions diverses, au lieu de semer la division, tisse un lien d'unité et d'enrichissement mutuel. Alors là, il est intéressant ce passage. Cette phrase, cette mosaïque de convictions diverses, est particulièrement intrigante, non ? Conviction signifie certitude fondée sur des preuves évidentes. Il en est la conviction. Que peut-on apprendre si on ne remet jamais en cause telle ou telle chose si ces preuves, semblant évidentes pour l'un, semblent fausses pour l'autre ? C'est justement ce problème récurrent dans la franc-maçonnerie que je déplore. Si l'un des frères commet un acte répréhensible, il sera couvert car les autres frères auront la conviction qu'il est innocent. Et ce, jusqu'à en maquiller les éléments de preuve. L'histoire a malheureusement été contre eux durant ces 40 dernières années, et nombreux sont les juges, membres d'une obédience. Continuons. À travers ma démarche maçonnique, j'ai découvert une harmonie inédite entre ma raison et ma foi, une paix intérieure née de la réconciliation avec ma véritable nature. En fin de compte, la franc-maçonnerie s'est révélée être un voyage vers la découverte de la divinité de l'âme, une quête de vérité et de sagesse qui transcende les clivages doctrinaux. Il est intéressant ce passage qui transcende les clivages doctrinaux. Doit-on comprendre qu'avec ce principe qui va au-delà, Ward considère qu'il n'a plus à séparer les croyances, et de fait,
ne fait plus qu'un avec un objectif unique. Donc un ordre unique. Et si cela touche toute la sphère mondiale, alors il s'agit d'une quête d'un ordre mondial unique. Un nouvel ordre mondial. Hum. Bref, reprenons la lecture. La réflexion sur l'association entre le Christ et Lucifer, en tant qu'étoile du matin, m'interpelle depuis longtemps. Cette ambiguïté, souvent mal interprétée dans les traditions chrétiennes, invite à une analyse plus approfondie. Dans la Bible, la figure de Lucifer n'est jamais explicitement associée à Satan, mais les interprétations traditionnelles ont forgé cette connexion. Ce point de vue mérite une réévaluation, à la lumière des textes sacrés et de leur symbolisme. Oui, ça aussi c'est assez pertinent. Beaucoup pensent que Jésus-Christ et Lucifer ne sont qu'une seule et même personne, ou plutôt une entité qui ne vit aujourd'hui qu'à travers la mémoire collective. Les francs-maçons ont la Bible identique à la vôtre, si vous êtes chrétien, mais si eux partent du postulat que Lucifer est un symbole libérateur et porteur de savoir et de connaissances, alors la religion telle qu'elle est écrite dans les textes est non avenue. Et les parties suivantes sont tout aussi intéressantes, puisqu'elles touchent au domaine de transformation, d'élévation, etc., etc. Le prologue de Saint Jean, avec sa métaphore de la lumière et des ténèbres, offre une perspective puissante sur la quête spirituelle. Ce contraste entre la lumière et l'obscurité peut être vu comme une invitation à la recherche de la vérité et de la sagesse, même dans les périodes les plus sombres de notre existence. En tant que franc-maçon, je perçois un écho de cette idée dans le travail sur la pierre brute. Le maillet et le ciseau, dans ce contexte, symbolisent nos efforts pour affiner notre caractère, pour révéler la lumière intérieure qui est en nous. Le processus de transformation de la pierre brute en pierre cubique, puis en pierre cubique à pointe, illustre notre cheminement spirituel. Chaque étape de ce parcours est un pas vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. La croix maçonnique, avec la rose et l'inscription INRI au centre, symbolise l'expansion de la lumière et de la sagesse à travers notre être et notre interaction avec le monde. La franc-maçonnerie, à travers ses symboles et ses rituels, m'invite à une réflexion profonde sur ma nature intérieure et ma relation avec la lumière et les ténèbres. Cette démarche, loin d'être en opposition avec les croyances religieuses, s'harmonise avec elles, offrant une perspective enrichissante pour comprendre la complexité des mythes et des symboles spirituels. Continuant sur cette lancée, la lumière en franc-maçonnerie est souvent associée à la connaissance, à la sagesse et à la vérité. Cette quête de lumière se manifeste dans notre travail quotidien en tant que franc-maçon, où nous aspirons à une compréhension plus profonde de la vérité universelle. Chaque outil, chaque symbole dans nos loges est un rappel constant de notre engagement envers cette quête de lumière. Dans ce contexte, la pierre brute représente notre état naturel, non travaillé, avec toutes nos imperfections et potentialités. Le maillet et le ciseau sont les instruments de notre transformation, symbolisant le travail acharné et la persévérance nécessaire pour façonner notre caractère. À travers ce processus, nous apprenons à reconnaître et à affiner nos qualités, tout en travaillant sur nos défauts. Cette démarche est un voyage vers la maîtrise de soi, une voie vers le perfectionnement moral et spirituel. La transformation de la pierre brute en pierre cubique est une métaphore de notre propre transformation. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre parcours maçonnique, nous apprenons à mieux nous connaître, à comprendre nos motivations profondes et à harmoniser nos actions avec nos valeurs et principes. Cette étape est essentielle dans notre évolution, car elle nous prépare aux défis et aux responsabilités qui nous attendent en tant que compagnons et maîtres. Sur cette longue partie, l'auteur nous fait un véritable parcours d'initiation vers ce qu'on appelle la pierre angulaire du grand œuvre. C'est le but de leur apprentissage, de l'apprenti au maître. Alors on voit bien que la discipline est de rigueur et que l'obéissance au maître va de pair avec leur évolution psychologique. Et quand je dis de l'évolution psychologique, c'est celle de l'initié. La symbolique du cube de granit à tailler, c'est quelque chose qui est propre à la franc-maçonnerie. Et pour les plus avertis d'entre vous,
Eh bien, vous aurez remarqué que ce cube se trouve sur le bureau d'Emmanuel Macron. Hein. Force est de constater que tout membre de la politique passe obligatoirement par la case franc-maçonnerie. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Ils deviennent initiés, puis ils gravissent les échelons. Mais retenez une chose, ils sont toujours sous la coupe d'un maître, et ils lui doivent obéissance. Poursuivons. La croix maçonnique, ornée de la rose et de l'inscription INRI, est un symbole riche et profondément significatif. La rose au centre représente la beauté et la fragilité de la vie, ainsi que la quête de la perfection et de la connaissance. L'inscription INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, souvent interprétée dans le contexte maçonnique comme Ine Natura Renevatur Integra, ce qui signifie, par le feu, la nature est entièrement renouvelée. Cela souligne l'idée de transformation et de renaissance. Ou ici, vous pourriez l'interpréter, c'est moi qui parle, c'est pas inscrit dans le texte. L'idée de transformation et de renaissance, vous pourriez le voir aussi comme dissoudre et coaguler. Ça vous rappelle quelque chose? Solve, coagula. Voilà. Cette symbolique m'amène à réfléchir sur la nature même de la lumière et des ténèbres dans nos vies. Le parcours maçonnique nous enseigne que la lumière ne se trouve pas seulement dans les moments de clarté et de compréhension, mais aussi dans les périodes d'obscurité et de confusion. Comme le souligne le prologue de Saint Jean, la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Cette phrase nous invite à considérer que même dans les moments les plus sombres, il y a une opportunité de croissance et d'illumination. Sur ce petit paragraphe, on retrouve cette dualité lumière-obscurité. Elle est représentée par un damier, c'est un jeu entre la lumière et les ténèbres. Et quand il parle de ténèbres, il pointe du doigt l'obscurantisme. Et donc que la lumière, à savoir la connaissance, la discipline et l'enseignement, doit par son aspect effacer l'obscurantisme. Et dans ce thème d'obscurantisme, vous retrouvez les religions, les différences sociétaux, les nivellements économiques, etc., etc. Donc, ce but est un événement qui plonge la lumière volontairement dans le chaos. C'est comme une bête qui est représentée pour percer les ténèbres. Alors, tous mes propos ici sont symboliques, car c'est ainsi que les membres de la franc-maçonnerie s'expliquent. Vous voyez un peu le truc, l'événement de la bête, par la croissance et l'illumination, ou Illuminati. Écoutez, d'abord je ne m'étais rien imaginé, parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement.
Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre, et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Voilà, voilà. On continue jusqu'à la fin et je vous exposerai un rapide bilan de ce livre. Dans ma réflexion sur le Christ, Lucifer et la symbolique de l'étoile du matin, je discerne 3 aspects interconnectés. Le premier est le Christ lui-même, porteur de lumière et de la bonne nouvelle sur terre. Malgré sa crucifixion et la trahison, il a pardonné, montrant ainsi la force et la persévérance de la lumière face à l'adversité. Le second aspect concerne la chute de Lucifer, l'ange de lumière envoyé dans les ténèbres. Plutôt que de le voir simplement comme une figure diabolique, je considère cette chute comme une partie essentielle de la compréhension de la lumière et des ténèbres. Lucifer, en tant que porteur de lumière, pourrait symboliser la connaissance et la sagesse qui résident même dans les aspects les plus sombres de notre existence. Le troisième aspect, en lien avec la franc-maçonnerie, est le travail sur la pierre brute. Ce travail, représentant notre quête de perfectionnement, nous amène à reconnaître que la lumière et l'obscurité coexistent en nous. En travaillant sur nous-mêmes, nous cherchons à révéler la lumière intérieure, à la faire jaillir malgré l'ombre extérieure. Nous ne cherchons pas la perfection au sens absolu, mais plutôt à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à apprendre et à grandir à travers nos expériences. La pierre brute, avec ses imperfections, reflète notre humanité. Avec le maillet et le ciseau, nous façonnons cette pierre, non pas pour atteindre une perfection inatteignable, mais pour révéler notre potentiel, apprendre de nos erreurs et évoluer. Ce travail symbolique rappelle constamment que notre chemin spirituel est un processus continu, un voyage qui dure toute la vie. Oui, mon parcours en franc-maçonnerie m'a enseigné que la quête de la lumière est un processus dynamique, un voyage qui nous amène à explorer les profondeurs de notre âme et à chercher la vérité dans toutes ses dimensions. La lumière et les ténèbres ne sont pas des opposés, mais plutôt des aspects complémentaires de notre quête spirituelle. En acceptant et en comprenant les ténèbres, nous permettons à la lumière de briller plus intensément, guidant notre chemin vers la sagesse, la compréhension et finalement vers une paix intérieure profonde. Alors dans mon bilan, je vous dirais que ce livre est à avoir en sa possession. Parce que premièrement, il expose la franc-maçonnerie pour ce qu'elle est, et non pas par les interprétations que la population a pu en faire depuis plusieurs années, je dirais même depuis ces 40 dernières années de manière plus poussée. Deuxièmement, Frank Howard apporte beaucoup de lumière sur cette société secrète, et franchement, je mettrai des guillemets, parce qu'il n'est pas difficile de discuter avec ses membres, ou même de visiter leurs locaux. Donc, société secrète avec toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur Internet où ils vous montrent les loges, les rituels, les cérémonies, etc., et qu'ils vous parlent de leur métier, secret, je vois pas trop comment. Son livre, pour moi, est intéressant dans le sens où il suggère qu'il y a 2 mouvements distincts au sein de la franc-maçonnerie. Il y a des groupuscules qui travaillent de leur côté et qui peuvent avoir leurs propres objectifs. En fait, il suffit de constater les actions de nos politiques pour comprendre qu'ils n'ont pas le souhait de nous vouloir du bien. Mais pas tous. Je veux dire, certains semblent œuvrer dans un objectif de croissance et de spiritualité. Alors, peut-être pas en France, je vous l'accorde, mais dans des pays qui semblent être sous le joug de l'impérialisme, il en sort une forme d'élévation, de croissance et de spiritualité. Je fais également un constat dans son livre, parce que bien que Ward semble avoir une aversion des francs-maçons qui ont quitté l'ordre, tels que Stéphane Blé ou encore Serge Abad-Galardo, il n'est pas si dur que ça envers eux. En revanche, il l'est beaucoup plus envers les charlatans qui surfent sur la vague de la haine de la franc-maçonnerie. Il leur fait pas de cadeaux.
Et pour conclure, je vous dirais que son livre, c'est une ode à son cheminement dans la franc-maçonnerie. Eh bien, il essaie par bien des aspects de faire comprendre au lecteur que Lucifer n'est pas une entité vénérée par l'ordre. Mais de mon point de vue, il ne fait que l'encenser, de voir en l'image de Lucifer un sauveur, un soldat contre la tyrannie. Honnêtement, il voue un véritable culte sans même s'en rendre compte. Je pense que Ward est luciférien. Même s'il ne veut pas se l'avouer, il a ses concepts lucifériens. Et je pense également qu'il côtoie des maîtres lucifériens sataniques agnostiques sans le savoir. Alors, c'est un curieux mélange, mais après tout, tout est possible lorsque le secret des loges est conservé. Qui plus est, l'interprétation d'éléments en ayant la conviction de sa véracité peuvent conduire à des extrêmes que même Ward ne peut pas connaître. Ce qui est dans la franc-maçonnerie reste dans la franc-maçonnerie. Voilà. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.